Bonjour à tout le monde. Je suis un petit peu désolé, je déteste les micros, fait que ça se peut que je me bouge un peu, je suis pas habitué de rester statique à un endroit. J'aime bien bouger. Comme que Jorge parlait, aujourd'hui on va parler un peu au niveau des approches cliniques qui sont utilisées dans soit les centres de réadaptation en dépendance ou dans les différents organismes communautaires, qu'est-ce qu'on utilise comme approche interventionnelle. Puis on va se poser la question s'il y a vraiment une meilleure approche ou s'il y a des choses qui devraient être adaptées. Puis ça risque d'être très intéressant justement à questionner à la fin de la présentation. On va aussi aborder les différents services qui sont disponibles pour les ARSA au sein de Montréal, surtout ceux qui sont spécifiques à la dépendance, tant au niveau communautaire qu'au niveau institutionnel. Là, vous allez voir, c'est comme bilingue comme présentation. On voit dans la littérature, il y a un manque au niveau de la recherche pour les ARSA ou les communautés LGBT en ce qui a trait à l'accessibilité au traitement. Donc, dans le sens où est-ce que, exemple, à Montréal, on a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut aller chercher des services en toxicomanie. Par contre, il y en a peu qui vont être adaptés pour les personnes qui vont être ARSA. Depuis un matin, je n'aurais pas à vous convaincre, mais depuis un matin, on parle de ça. On parle de la consommation, mais on va parler peu de la sexualité. Puis, c'est cet aspect-là qu'on aimerait être capable de rapporter, de ramener dans ces approches cliniques-là. Au niveau des interventions, justement, ça demande une question d'adaptation dans le sens où est-ce que, pour reprendre ce que Jorge tu disais un matin, avant on était plus sex, drug and rock and roll et maintenant on intègre cette consommation-là dans des activités, que ce soit sexuelles ou party ou autre, puis c'est d'une façon qui est un peu plus intentionnelle. Puis, justement, ça amène un besoin de pouvoir cibler d'autres populations que les populations un peu plus générales qu'on a toujours ciblées. Par rapport aux services qui sont développés en ce moment, on a quelques services de façon, comment on dit ça, là? Infancy en français, ça commence dans le fond. Il y a quelques services qui commencent au niveau de la dépendance, au niveau des ARSA, on les voit surtout au niveau communautaire. Tantôt, Daniel va pouvoir justement vous en parler un petit peu plus longuement. On voit peu de collaboration ou de partenariat entre le communautaire et l'institutionnel. Puis souvent, les gens qui vont aller chercher des services, ils vont se frapper à une porte parce qu'ils ne vont pas nécessairement se sentir appartenir à cette culture interventionnelle-là. On va parler un peu des différentes approches cliniques qu'on peut voir dans les différents centres de réadaptation. Mettons, vous regardez la liste des centres certifiés en réadaptation. Ça va être les grandes approches que vous allez retrouver, soit le Minnesota, les 12 étapes, le Contingency Management, la thérapie cognitivo-comportementale, l'entretien motivationnel, l'approche de réduction des méfaits. Il y en a beaucoup plus que ça, là, mais on pourrait passer 45 heures à parler juste des différentes approches. Pour notre bien-être à tous, on s'est juste attardé à ces différentes-là qu'on va voir un peu plus souvent. Donc, c'est ça. Pour commencer, Minnesota, les 12 étapes. Souvent, les gens vont être quand même assez... vont connaître les AA. Je pense pas qu'il y ait personne ici qui ne connaisse pas les AA dans la salle. NA, CA. Bref, toutes les A. Il y a aussi Crystal Meth Anonyme, donc CMA, qui eux autres vont être axés justement sur l'intervention par les pairs de personnes utilisatrices de cristal méthamphétamine. Il y a plusieurs centres en réadaptation de la dépendance qui vont utiliser cette approche-là, entre autres. Il y a aussi la deuxième approche qu'on parlait, la Contingency Management. C'est une approche où est-ce qu'on va vouloir donner des récompenses aux personnes pour des bonnes actions. Exemple, mettons que je suis un utilisateur d'opiacés, je m'en vais, puis j'ai besoin d'un traitement de substitution. Je m'en vais voir mon médecin, ça fait plusieurs fois justement que je passe excusez-moi le terme un peu plus vulgaire, mais mes pistes. Puis
il arrive tout le temps négatif, donc que j'ai pas consommé aucun opiacé, mais à ce moment-là, on va pouvoir me donner des privilèges. Puis c'est avec ces privilèges-là, un privilège, dans le fond, c'est de dire, OK, ben regarde, au lieu d'aller en pharmacie à tous les jours pour consommer ton Suboxone, ta méthadone, ben tu vas pouvoir le samedi rapporter une dose chez toi. Là, t'es comme, oh yes, j'ai une journée de congé, je retourne pas voir le pharmacien, de toute façon, celui de la fin de semaine, il y a la bête, etc. Bref, le contingency management en bout de ligne, c'est de donner cette petite récompense-là qui va faire en sorte que, si je suis capable de ramener ça à la maison, puis que je continue à ne pas consommer, puis à avoir des pistes tests qui sont négatifs, mais à ce moment-là, je vais être capable d'avoir plus de privilèges, puis plus de privilèges, je me sens un peu mieux au travers de ça. Bref, il y a plein d'autres façons aussi de le décrire. C'est juste que souvent, les opiacés, c'est quelque chose qu'on est un peu plus habitué à voir. En ce qui a trait à la thérapie cognitivo-comportementale, je pense que c'est celle que la plupart des gens, en tout cas, beaucoup de gens vont utiliser. Au centre de réadaptation en dépendance, on l'utilise beaucoup. Parce qu'à l'époque où est-ce que j'y étais, c'est ça qu'on utilisait. Donc, les différentes étapes, tout ce qui va être de décortiquer les déclencheurs de la rechute, tout ce qui est nos stratégies d'adaptation par rapport à cette rechute-là ou bien à cette prise en main. Là. Comment que je vais faire si, mettons, j'ai un craving pour pouvoir... si, mettons, j'ai un craving, comment que je vais faire pour pouvoir le surmonter puis passer au travers de tout ça. Sinon, qu'est-ce qui est par rapport à la négociation ou dire non, justement, aux personnes comme de quoi que je veux pas consommer, je m'en vais à un party parce qu'à un moment donné, s'isoler, ça suffit, hein? Aller voir les personnes, faire comment, non, mais moi, je consomme pas d'alcool ce soir parce que je sais que si je consomme d'alcool, ça va m'amener à X, Y comportement que je veux pas avoir aujourd'hui. Sinon, l'augmentation des activités alternatives à la consommation. Bref, avec la thérapie cognitivo-comportementale, on va aller vraiment décortiquer tout ce qui va se passer, puis notre chaîne comportementale au travers de tout ça. Une des choses qu'on va utiliser souvent, ça va être le plan structuré de la rechute. Donc, comment on va faire pour faire en sorte qu'il n'y aura pas de rechute en bout de ligne. Au niveau de l'entretien motivationnel, ça aussi, c'est une approche qu'on utilise très souvent. Ou est-ce que c'est une approche qui est centrée sur la personne, qui va être orientée sur des objectifs pour pouvoir aider un changement au niveau des comportements? C'est une approche qui va bien s'aligner avec justement la réduction des risques parce qu'on va être capable d'amener la personne à se motiver à réduire sa consommation, puis il va voir les bénéfices, puis on va être capable d'aller travailler cette ambivalence-là, justement, au travers de cette combinaison-là d'approches. Vous allez voir, je me sens un peu mélangé dans le sens où est-ce que c'est rare qu'on va utiliser juste une approche. Fait que je me sens comme si je coupais tout au couteau, puis c'est pas ça l'intervention clinique. Souvent, on va mélanger un petit peu de tout, puis on va surtout s'adapter à la personne. Fait que je suis désolé, on va finir bien la prochaine approche, puis après, on va être capable de pouvoir tout remettre ça ensemble. Je vais me sentir comme un tout. Il y a l'approche de réduction des méfaits qui, elle, va mettre surtout l'accent sur la réduction des conséquences négatives. Par exemple, l'échange de seringues. Au lieu d'utiliser la seringue d'une autre personne, je vais utiliser une nouvelle seringue qui va être neuve. Ou sinon, ne pas partager ma pipe ou mettre du tape dessus ma pipe pour si jamais j'ai des gerçures au niveau de la lèvre, puis que je la partage, pas partager du sang qui va avec. Ou avoir, dans le meilleur des mondes, chacun sa pipe, là. Donc, ça va être vraiment beaucoup de psychoéducation, puis de voir quelles sont les stratégies qui me conviennent le mieux dans une situation donnée. Dans la réduction des méfaits, on peut aussi retrouver l'approche de prévention combinée. Donc, on s'approche pour parler un peu plus de sexualité. L'approche de prévention combinée, on veut aller voir... dans la vie, oui, il y a le condom qui existe, mais il y a plein d'autres méthodes qui font en sorte aussi qu'on peut réduire nos risques de transmission de ITSS, de VIH, entre autres la négociation, parler avec la personne. C'est quand ton dernier dépistage, commencer à amorcer un dialogue, ou sinon, il y a la PrEP, on en parle beaucoup, il y a la PPE, être informé justement de ça, aller passer des dépistages qui sont un peu plus réguliers. Bref, ça peut être aussi des aspects qui peuvent être abordés, puis des aspects
selon moi, doivent être intégrés dans nos interventions, justement pour donner un peu plus de choix aux personnes qui vont venir nous voir, puis qui ne se sentent pas comme s'ils rentraient dans un mur, puis c'est le condom à tout prix, puis moi j'aime pas le condom, quand que j'ai le condom, je suis pas capable de bander, qu'est-ce que je fais? Fait que finalement, j'utilise pas le condom, j'utilise rien pantoute parce que c'est mieux de même. Quand il y a plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Finalement, je vois Mathieu qui est crampé. Je regarde Donc, finalement, en bout de ligne, y a-t-il une approche qui est meilleure qu'une autre? Comme je disais, il n'y a pas une approche qui va être la meilleure. D'autant plus qu'on n'a pas nécessairement de guide de bonne pratique par rapport au chemsex. Puis, chaque traitement ou chaque personne mérite comme une approche qui est adaptée à sa personne. Donc, tantôt, quand je disais que j'ai de la difficulté à séparer au couteau les différentes approches, c'est parce que dans ma pratique, entre autres, je vais utiliser, oui, l'entretien motivationnel, je vais faire de la réduction de méfaits, mais ça se peut aussi que j'aille travailler au niveau structurel parce que la personne vit plein d'homophobie, puis on va aller travailler un autre aspect par rapport à son employeur, on va travailler. Fait qu'on est capable d'aller chercher des outils un petit peu partout, puis c'est grâce justement au fait d'être capable de combiner toutes ces approches-là qu'on va être capable d'offrir un traitement ou offrir une intervention qui va être plus adaptée à la personne puis qui va répondre peut-être un petit peu mieux justement soit à la diminution ou à l'arrêt de sa consommation, puis qui va être lié justement à sa sexualité, parce qu'il ne faut pas l'oublier en bout de ligne. On voit la personne pour sa consommation, mais il y a aussi la sexualité en bout de ligne, puis si on n'aborde pas la sexualité, la journée que la libido commence à augmenter puis il va avoir envie d'aller chercher la sexualité, mais il va rechuter parce que la seule façon d'aller chercher cette satisfaction sexuelle-là, c'est via la consommation qui va le désinhiber, qui va descendre ses barrières, comme on parlait un petit peu plus tôt dans la journée aujourd'hui. Quelque chose qui est super important dans ces approches-là, donc il n'y a pas de meilleure approche. Par contre, dans chacune de ces approches-là, il y a certaines certains éléments qui devraient être abordés, certains éléments qui devraient être justement explorés avec la personne. Entre autres, on parlait de l'accès aux soins, donc les inégalités en santé. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez présent au niveau de la communauté LGBT, dans le sens où est-ce que c'est pas n'importe qui va se sentir à l'aise à aller à la clinique au coin de la rue. Je m'en vais voir mon médecin de famille, c'est une chose. Je m'en vais dans une clinique d'urgence où est-ce que les médecins ne sont pas conscients de la réalité gay, et j'aurais peur de me faire stigmatiser. J'aurais peur de qu'est-ce que le médecin va penser de moi, en bout de ligne. Puis tout ça, justement, ça va créer des avantages par rapport à l'accès à ces soins de santé-là. Ensuite, il y a le stress des minorités. On en a parlé un petit peu ce matin avec Adam. Justement, ce stress-là qui est comme supplémentaire au stress, à un stress qui est quotidien. C'est où est-ce que, mettons dans la rue, on peut vivre des micro-agressions par exemple, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau comportemental. Un exemple de micro-agression, vous avez sûrement déjà eu un ami qui a fait « c'est bien fif cette affaire-là ». Ça reste une micro-agression en bout de ligne parce que la personne qui est gay, qui entend ça, fait comme « Oh boy, ok, fait que moi, je sais quoi, je suis pas normal, je suis une insulte. » Puis indirectement, c'est pas nécessairement quelque chose qui va venir te chercher, mais indirectement, à force de l'entendre, c'est des choses qu'on intériorise, puis c'est là où est-ce qu'on peut commencer à vivre un peu plus d'homophobie qui va être intériorisée en bout de ligne. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'hétérosexisme au travers de la société. Un exemple d'hétérosexisme, j'appelle au gouvernement, puis, des assurances, encore mieux. Je vais appeler ma compagnie d'assurance, je veux m'assurer avec mon conjoint, puis là, la personne va faire comme « OK, bon, c'est quoi le nom de votre blonde? » Non, pas ma blonde. Mon chum. Puis à toutes les fois, tu as comme la réaction de je suis désolé, mais ça rentre dans l'hétérosexisme, puis ça vient comme une micro-agression. Pourquoi je dois toujours faire un dévoilement de ma sexualité? Pourquoi que je dois toujours me débattre par rapport à qui que je suis? Pourquoi qu'on n'adopte pas notre langage? C'est des éléments qui doivent être explorés justement dans nos interventions, dans le sens où est-ce que si la personne a envie à tous les jours, exemple, la personne travaille en construction, souvent c'est un monde qui est un petit peu plus machiste.
Puis d'aborder tout ça, ça va être très important parce que ça risque d'avoir un impact dessus sa consommation soit de cristal, de GHB, de qu'importe qu'est-ce qu'il consomme, puis un impact par rapport à sa sexualité. Finalement, la stigmatisation sociale, ça le dit, hein, c'est le fait d'être stigmatisé au niveau sociétal. On a certaines idées préconçues de qu'est-ce que l'homosexualité, qu'est-ce que la sexualité entre hommes, qu'est-ce que la bisexualité. Ça aussi, beaucoup de préjugés par rapport à ça. Puis sinon, évidemment, là, je ne l'ai pas noté ici, mais la sexualité, j'en parle depuis le début, là, c'est quelque chose qui devrait être primordial et qui devrait être abordé d'office, que ce soit n'importe quelle intervention. Quand on explore les différentes sphères de vie de la personne, la sexualité fait partie de ces sphères de vie. C'est plate, mais on est des êtres sexuels. On aime ça. Puis, le processus aussi de coming out, ça a l'air anodin comme ça, mais ça peut avoir un gros impact par rapport à comment la personne va vivre sa sexualité, puis comment que la personne, justement, va consommer. J'ai un coming out, puis c'est super bien fait, puis que j'ai une famille qui était supportante, des amis supportantes, ça risque d'être différent de le gars qui a fait son coming out, qui a été rejeté de sa famille parce que la religion proscrit ça, puis ensuite, quand il est arrivé à la job, il a fallu qu'il se cache parce que sinon, les autres personnes auraient peut-être mis la personne en dehors. Bref, il y a plusieurs autres aspects qui doivent être abordés au travers des interventions. Donc, pour conclure par rapport à ça, les interventions cliniques, il n'y en a pas de mauvaises. C'est comment qu'on va les utiliser, puis c'est surtout quels sont les éléments qu'on va aborder de plus pour que ça soit culturellement adapté aux ARSA en bout de ligne. Parce que l'entretien motivationnel, ça va marcher pareil. C'est juste qu'il va falloir que je sois capable, que je sois sensibilisé un peu à qu'est-ce que la personne peut vivre dans son quotidien, que ce soit par rapport à sa consommation, par rapport à sa sexualité ou à son mode de vie, son hygiène de vie en général. Je vais passer la parole à Daniel. Un break. Bonjour. Alors, si on regarde un peu les services qui sont offerts à Montréal, malheureusement, je pense qu'on n'est pas aussi avancé ici au Québec ou même au Canada, en Amérique, comparativement en Europe. Je suis un de ceux qui croient fortement que les hommes gays devraient avoir un propre centre de réadaptation en dépendance. Malheureusement, tout ce qui est du niveau toxico et santé gay est encore très sous-financé, surtout au Québec. Alors, c'est un des gros enjeux qu'on a ici à Montréal. Dans les services communautaires qui sont offerts à la population, on a Portage, qui est un centre de thérapie qui, eux, ont voulu peut-être, ils n'ont pas de service spécialisé pour les ARSA, par contre, ni pour le volet sexuel. Par contre, ils ont décidé de créer un corridor de services avec l'organisme Réseau pour pouvoir mieux intégrer les hommes gays dans leur cheminement et dans leur passage au centre. Lorsque les intervenants jugent la pertinence, ils vont offrir à l'usager de prendre contact avec un intervenant de réseau pour tout le volet sexuel et d'orientation sexuelle également. Portage offre des traitements en toxicomanie basés sur l'approche de la communauté thérapeutique. Ensuite de ça, on a Réseau qui offre du soutien individuel en santé globale auprès des hommes gays, bisexuels, cis et trans. Si une personne demande de l'aide pour sa consommation, les intervenants sont formés dans le but de pouvoir offrir plusieurs services
ou référer à plusieurs services comme la réduction des méfaits, ou si l'abstinence, c'est le choix priorisé par la personne, mais à ce moment-là, le corridor de services entre portage et réseau devient un atout très, très important. Réseau est aussi présent dans la communauté montréalaise, entre autres par c'est un leader, je pense, à Montréal sur l'intervention en ligne. Alors, ils sont présents sur les sites et applications mobiles de rencontres pour répondre aux questions sur la prise de risque, pour faire du référencement aussi avec d'autres ressources. Ils offrent également une présence dans les saunas, les parties et les événements communautaires. Et ils ont aussi un centre spécialisé, un centre de soir pour les travailleurs du sexe masculin. Depuis des années, un des services qui est aussi bien reconnu à Réseau, c'est les ateliers. Les ateliers qui sont vraiment adaptés à la vie gay pour les hommes gays. Alors, il y en a plusieurs, mais ils en ont développé suite à la demande et suite aux besoins. Ils ont développé un atelier qui s'intitule Ma sexualité et ma consommation. Dans cet atelier, les participants y apprennent à démystifier les drogues. Non? J'ai regardé démystifier les drogues, l'alcool, les effets aussi sur leur sexualité, sur leur cerveau. Puis identifier des stratégies qui peuvent être gagnantes pour sortir de leur cycle et différents types de consommateurs. Réseau a également sorti une brochure Alcool, drogue et milieu gay que je vous invite fortement à consulter et peut-être même à utiliser dans vos recherches. La recherche communautaire est très importante pour Réseau et c'est pour ça que Réseau s'est associé avec l'Université de Sherbrooke, d'abord pour le projet Métamorphose, qui a été une recherche qui a été vraiment alliée sur le cristal meth et les hommes gays. Et par la suite, il y a eu tout le projet Mon Buzz que Patrice et Mathieu vous ont si bien expliqué tantôt, que je vous invite aussi fortement à aller consulter et peut-être à référer si vous suivez des hommes gays qui consomment des drogues, et peut-être leur référer la plateforme. Chez ACCM, l'approche d'intervenant de pair est vraiment mise à l'avant. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour l'organisme. Plusieurs intervenants sont issus de la communauté et ils font partie de l'équipe. Pour répondre encore mieux aux besoins des gars qui fréquentent les sex parties, ACCM, en collaboration avec la santé publique de Montréal, ont créé le programme Contact parce qu'on trouvait qu'il y avait besoin d'une intervention plus adaptée pour ceux qui font des sex parties et ceux qui participent à des sex parties. Avec les années, la demande des gens qui utilisaient le programme, il a fallu s'adapter. L'organisme a formé les intervenants pour faire des suivis individuels pour tout ce qui est de la problématique chemsex. La demande était de plus en plus grandissante, alors on a dû s'adapter à cette réalité-là et à faire des meilleurs suivis car la demande était là. Toujours dans le but d'élargir l'offre de services, le programme Contact a décidé d'implanter l'atelier Meth and Sex qui a été développé par ACT à Toronto. Avec leur collaboration, l'atelier a été adapté pour être offert dans un contexte montréalais.
L'atelier se déroule sous forme de 8 rencontres, à raison d'une rencontre semaine, avec 2 animateurs qui sont des personnes pairs qui ont déjà consommé du cristal meth. Dans l'atelier, les participants reçoivent de l'information autant sur l'effet du cristal meth et sur leur cerveau, comprendre l'impact aussi que ça a sur leur sexualité. Par la suite, la question de la vie après le cristal est discutée, tout en essayant d'élaborer des stratégies et de reconnaître les déclencheurs lorsqu'on arrête la consommation de cristal meth. On parle beaucoup de déclencheurs de sexualité, puis on parle aussi de la stigmatisation qu'on a des fois d'être un homme gay, un peu comme Maxime a parlé un peu tantôt. C'est ça, puis on approfondit beaucoup aussi les déclencheurs. Autres services communautaires en dépendance, c'est pas des services qui sont vraiment ils ne touchent pas vraiment le chemsex, mais ils travaillent soit avec les ARSA ou soit avec la toxico. Mais sont tous sensibilisés à cette problématique-là qui est du chemsex. On a Maison Blinker qui est un organisme de soutien pour les personnes vivant avec le VIH. On a l'organisme Cactus, Spectre de rue, Dopamine, et ces 3 organismes-là aussi ont des sites d'injection supervisés. Dans le milieu institutionnel, depuis le 1er avril 2015, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, le CIUS, Centre sud de l'île de Montréal, ils ont regroupé 10 établissements de santé et de services sociaux montréalais, dont le Centre de réadaptation en dépendance et l'Institut universitaire en dépendance. Aussi appelé le Centre de l'Art Cormier, le CRDM regroupe plusieurs services en dépendance, dont Urgence Toxico, qui est un centre ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, pour combler les cas qui nécessitent une intervention immédiate, surtout les situations de crise. En tout cas, les personnes en détresse peuvent appeler à l'urgence toxico et peuvent parler à une infirmière ou un intervenant qui vont évaluer leurs conditions, puis vont leur offrir le service adéquat pour eux. Selon l'évaluation des besoins, ils vont être référés à l'un des programmes, soit la désintoxication, un suivi externe ou un suivi interne, une réadaptation interne, dépendant du besoin et de ce que la personne demande. À ce jour, le CRDM reconnaît que l'on doit arrimer la santé sexuelle et la dépendance. Cependant, aucun programme ne répond encore à la demande. Dans le CIUS aussi, on retrouve la clinique Cité Plus, qui est au CLSC des Faubourgs, qui est une clinique dans le cœur du village, dans une rue transversale du village de Montréal. Ensuite, on retrouve les 2 cliniques pionnières auprès des hommes gays à Montréal. On a d'abord l'Actuel qui offre un service de consultation avec un travailleur social qui se spécialise justement dans l'arrimage de la santé sexuelle et la dépendance. Et les services d'un sexologue sont également disponibles à la clinique. Pour la clinique médicale urbaine du quartier latin, on retrouve des médecins et des intervenants qui sont spécialisés avec la clientèle des hommes gays qui consomment des substances psychoactives dans un cadre sexuel. Ensuite de ça, on a la clinique
médicale La Licorne et Corum, qui sont les deux nouvelles cliniques à Montréal. Où on retrouve aussi un service de sexologue et de travailleur social. Et on a la clinique Opus, qui a un travailleur social et un psychothérapeute spécialisé en dépendance. Ce qui est intéressant aussi, c'est le sexologue de la clinique de la Licorne et le travailleur social de la clinique Opus se sont mis ensemble pour créer un atelier qui s'appelle l'atelier Trèves Christiane Merte, qui est un atelier sur 6 rencontres à raison d'une fois semaine également. Ça fait pas mal le tour de les services qu'on a à Montréal vraiment axés CAMSEX pour les ARSA. 30 secondes et demie. Dans le fond, on a déjà beaucoup de services qui existent en ce moment, qui vont aborder la consommation, la sexualité, entre autres, via nos organismes communautaires ou sinon quelques cliniques de santé sexuelle. Sinon, on a déjà de super beaux services qui existent au niveau de la dépendance. Je pense qu'il suffirait juste de pouvoir former ou restructurer un petit peu ces services-là pour pouvoir être un petit peu plus inclusif par rapport aux personnes qui consomment, puis qui consomment dans un contexte de sexualité. Sinon, je crois que les personnes qui vont se présenter, comme, mettons, les ARSA qui vont se présenter au centre de l'art Cormier, par exemple, ça serait intéressant pour eux qu'ils puissent avoir accès à des modèles ARSA qui ont passé au travers de ça, donc un petit peu comme l'approche de père aidant que Daniel parlait tout à l'heure, qui a accès à ces personnes-là, parce que ça va être des modèles par la suite, ils voient qu'on peut réussir à passer au travers, puis on peut avoir une sexualité sobre après ça. Puis finalement, chacun des endroits, soit les centres de réadaptation, ou les cliniques où les personnes vont se présenter, ou les organismes, mais il faut que les personnes se sentent en sécurité à ces endroits-là, puis qu'ils sentent qu'ils ne vont pas se faire stigmatiser en bout de ligne. Ça fait le tour de notre présentation pour aujourd'hui.